tous et bienvenue à Spotlight SIDA. Bonsoir Lassina. Bonsoir Delphine. Voilà, Serge Kolia n'est pas avec nous parce qu'il a reçu le prix du meilleur journaliste culturel de Côte d'Ivoire à l'Ebony 2016. Tout à son honneur. Félicitations à Serge. Alors, chers téléspectateurs, sachez que Spotlight SIDA, c'est non seulement sur nos antennes, mais aujourd'hui également sur les réseaux sociaux via Facebook, notre page Twitter, notre page Instagram, mais également la chaîne YouTube qui vous permet éventuellement de revoir toutes les émissions et de suivre Spotlight SIDA et de réagir et de faire vos suggestions. Lassina, donc aujourd'hui, au niveau de la prévention du VIH-Sida, qu'est-ce qui a changé et comment rompre efficacement la chaîne de transmission? Je pense que notre invité du jour va tenter de répondre à cette préoccupation. Nous allons lui demander de nous rejoindre. Docteur. Bonjour. Bonsoir, docteur. Bonsoir, docteur. Oui. Bonne arrivée, docteur. Ok, merci. Vous allez vous asseoir. Okay. Lassina, à tout à l'heure. À tout à l'heure pour les informations. Merci, à tout à l'heure. Première préoccupation, le sida. Quel est le point de la situation aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Ok, merci Delphine. Concernant le VIH, il faut dire que les données épidémiologiques qu'on a nous font savoir que l'épidémie en Côte d'Ivoire est généralisée avec une prévalence à 3,7. Elle est aussi concentrée dans certains types de populations. Et pour ces types de populations-là, ce sont les populations qui sont déclarées comme les plus vulnérables ou les populations clés. Et dans ces populations, on a les professionnels du CERS où la prévalence, les études ont montré que la prévalence à Abidjan était à 11,4. Vous voyez le rapport par rapport au 3,7. Et concernant aussi les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, la prévalence à Abidjan était estimée à 29%. Et au niveau de 5 villes qui ont été couvertes par l'enquête, on était à 11,5. Donc l'épidémie comme je le disais, elle est généralisée, mais elle est aussi féminisée, c'est-à-dire plus de femmes sont plus touchées que les hommes, avec chez les femmes une prévalence de 4,7, alors que les hommes sont à 2,7. Votre structure, l'Alliance Côte d'Ivoire, existe depuis 10 ans. Oui, oui. Et chaque jour, avec le gouvernement ivoirien et ses partenaires, dont le PEPFAR, vous faites l'effort de renforcer vos stratégies en matière de prévention pour rompre efficacement la chaîne de transmission. Nous allons voir maintenant vos activités sur place avec notre reporter Aurélia Droukoula et Malika Koulibaly. Malgré les efforts qui sont faits, le VIH-Sida reste encore un problème de santé publique dans le monde. Selon le rapport 2015 de l'ONU-SIDA, 36,7 millions de personnes vivent avec le virus. En Côte d'Ivoire, la prévalence actuelle est de 3,7%. Des chiffres en évolution dus en partie aux efforts consentis par le gouvernement en matière de prévention. Cette performance aurait pu être améliorée si tout le monde comprenait le bien fondé des méthodes de prévention. SIDA, vraiment, sincèrement, ça n'existe pas. Et ils n'emploient pour nous exploiter, pour faire l'autre chose. Fidélité, SIDA, ça n'existe pas chez moi. Depuis on dit SIDA, utiliser capote. Si vous devez avoir SIDA, c'est Dieu. Mais je ne crois pas qu'il y a SIDA. Pour ralentir la prolifération de cette pandémie, plusieurs actions sont menées par l'État de Côte d'Ivoire et certaines organisations comme Alliance Côte d'Ivoire. En termes de prévention, ce sont des activités de sensibilisation essentiellement sur le VIH-Sida, sur comment éviter de se faire contaminer. Ce sont des séances qui sont menées avec nos populations cibles sur le terrain, avec la contribution des organisations communautaires. C'est beaucoup plus accentué sur l'utilisation du préservatif, mais aussi d'abstinence quand il s'agit des plus jeunes. Et pour les plus grands, les adultes, c'est vraiment la prévention par les préservatifs. Il y a aussi des mesures qui sont adaptées aux femmes enceintes, surtout pour protéger l'enfant qu'elles portent. On ne va plus intervenir tout azimut. On va cibler les personnes les plus à risque. Il y a les populations clés. Il s'agit des hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes et aussi les travailleuses de sexe. Et il y a aussi, à côté de ces deux cibles,
les usagers de drogue. Pour une prévention efficace, il est souhaitable que les populations adhèrent à ces mesures de prévention. L'objectif est de rompre efficacement la chaîne de transmission. Docteur, nous venons là de suivre le reportage d'Aurélia Drukula. Aujourd'hui, le constat, c'est que la tendance est à la baisse grâce aux stratégies de prévention. Depuis que la lutte, on a commencé à apporter la réponse au VIH-Sida, on a identifié des stratégies qui sont appuyées sur un programme national. Et ces stratégies ont fait inverser la tendance, donc ce qui nous a amené aujourd'hui à une prévalence de 3,7. Mais bien vrai qu'on ait fait inverser cette tendance-là, il y a encore beaucoup de comportements à risque et ce qui nous amène à encore renforcer la prévention, à renforcer la sensibilisation de la population pour pouvoir toujours être prête à avoir des comportements responsables. Vos stratégies sont axées sur quoi? Concernant la première voie de transmission, qui est la voie sexuelle, qui est la voie la plus commune en Afrique, on a développé des stratégies axées sur d'abord la prévention. Et au sein de cette prévention, on a des activités de communication pour le changement de comportement, des activités de dépistage. On a aussi des activités de mobilisation de la communauté toutes ces actions concourent à limiter le risque de transmission du VIH-Sida. En plus de la prévention, on a aussi des activités de soins et soutien qui permettent de soutenir et d'apporter des soutiens aux personnes qui sont infectées par le VIH de sorte à améliorer le bien-être. En plus de cela aussi, on a des activités de plaidoyer qui permettent d'avoir un environnement sain et un environnement permettant aux personnes vivant avec le VIH ou à la communauté dans son ensemble d'avoir accès aux différents services. Et en dehors de ça aussi, il y a le renforcement de la communauté qu'on fait, le renforcement des capacités des communautés que nous faisons aussi pour amener la communauté à avoir les outils nécessaires pour répondre efficacement face au VIH-Sida. Notre reporter Aurélia Drukula a tendu son micro aux populations pour savoir comment elles font pour se protéger du VIH-Sida. Regardez. Je préfère l'abstinence. Pour éviter aussi beaucoup de maladies, pas seulement le VIH, il y a d'autres maladies qui rentrent en ligne de compte. Je préconise plutôt la fidélité. Mais la fidélité parce que changer toujours de partenaire, il y a beaucoup de risques. Moi, je préfère préservatif. Pour ne pas gagner maladie. Je préfère la préservatif. C'est le moyen d'éviter le sida. Je préfère l'abstinence, c'est mieux. Avant le mariage pour éviter le sida. Comme moyen pour éviter le sida, je préfère l'abstinence. Si on s'abstient, il y a peu de risques d'attraper des maladies contagieuses. Je préfère que on fait attention aux objets tranchants. Tu as ta femme, tu es toujours fidèle à elle, et puis tout d'un coup, maladie vient sur toi, tu ne sais même pas comment aller. Donc tu es troublé, tu peux même te tuer. En tant qu'un homme, j'utilise beaucoup les préservatifs. Voilà, je préfère ça pour me protéger. Je voudrais que dans tous les programmes, un enseignant qui fait cours doit trouver un moyen pour intégrer la prévention du VIH-Sida. Je préfère les préservatifs, c'est mieux. Là, c'est encore plus sécurité, quoi. Préservatif, fidélité, abstinence, traitement ARV comme moyen de prévention. Docteur, quelle est votre réaction après la vie des Abidjanais? Oui, effectivement, ce sont des moyens de prévention qui ont été identifiés de manière scientifique et qui permettent de limiter le risque de transmission du VIH-Sida. Concernant le préservatif, à coup sûr, c'est le meilleur moyen qui a été identifié, qui permet de limiter, comme je le disais tantôt, la transmission du VIH-Sida. Si, bien sûr, le préservatif est utilisé systématiquement lors des rapports sexuels à risque et aussi utilisé correctement. En plus du préservatif, on a des gels lubrifiants aussi qui doivent être accompagnés du préservatif pour pouvoir limiter les risques de rupture du préservatif. En plus de ces deux moyens, on a l'abstinence. Bien sûr, pour les plus jeunes, où on conseille vivement qu'ils retardent l'âge du premier rapport sexuel. Et pour ceux qui ne peuvent pas s'abstenir, on a aussi la fidélité. Mais cette fidélité, bien sûr, se base sur bien sûr, le dépistage systématique des conjoints pour au moins connaître le statut sérologique des différentes personnes.
Et puis, bien sûr, le traitement comme moyen de prévention, qui est un moyen aussi sûr, qui a été démontré de manière scientifique et qui permet aussi d'empêcher la transmission du VIH, surtout chez la femme enceinte qui, si elle est déclarée positive et qui prend correctement son traitement, peut aussi éviter de transmettre le VIH à son enfant. Qu'est-ce que les populations utilisent le plus souvent comme méthode? Ce que les populations utilisent le plus fréquemment, c'est bien sûr le préservatif, parce qu'on a même une politique de marketing social qui est menée par AIMAS, qui permet de rendre disponibles des préservatifs à moins de coûts. Mais il faut dire que ces moyens de prévention sont nombreux et ouverts à tous. Donc, en fonction de l'habitude ou bien du comportement sexuel qu'on a, on peut identifier des moyens de prévention qui nous sied et utiliser ces moyens-là. Donc, si je prends des jeunes, on ne peut pas conseiller à des jeunes, à des mineurs d'utiliser le préservatif. On va conseiller à ces jeunes-là de retarder l'âge de leur premier rapport sexuel et s'abstenir. Concernant des couples, on va préconiser soit la fidélité ou bien l'utilisation aussi du préservatif. Ainsi de suite, par rapport à la situation, le moyen qui s'adapte le mieux, le moyen de prévention est ainsi identifié. Est-ce que vous pensez que le message passe véritablement? Oui, le message est passé. On était en 2001 autour d'environ 10%, mais aujourd'hui on est à 3,7%. On a constaté que beaucoup ont commencé à s'endormir parce que on commence à avoir des indicateurs qui montrent qu'il y a toujours des comportements à risque comme le multipartenariat sexuel. Il y a aussi la non-protection lors des rapports sexuels, la non-utilisation des préservatifs. Donc c'est dire que la population doit se ressaisir et veiller à utiliser ces différents moyens de prévention qui sont à leur portée et qui ne sont pas vraiment onéreux, qui sont vraiment à la portée de tous et dans l'ensemble sont gratuits. Bon, dans l'ensemble, parce que les préservatifs, c'est vrai que dans les activités que nous menons, on distribue gratuitement, mais sont aussi accessibles à moins de coûts dans les points de vente des différents endroits où on vend les préservatifs. Le condom masculin, oui, il est accessible, il a un bon prix, mais le condom féminin, très cher et non accessible. Qu'est-ce que vous faites? L'utilisation du condom masculin peut pallier à l'utilisation du condom féminin. Mais déjà, le plus important, c'est qu'on puisse utiliser cette barrière-là physique pour pouvoir empêcher déjà la transmission du VIH. Et on conseille vraiment vivement à ceux qui ne peuvent pas avoir accès aux préservatifs féminins d'utiliser des préservatifs masculins. Voilà, ce n'est pas seulement les hommes. C'est vrai que c'est l'homme qui l'utilise, mais la femme aussi doit avoir ses préservatifs et amener son partenaire à utiliser les préservatifs. Dans l'exercice de votre fonction, par moment sur le terrain, vous rencontrez des difficultés. Quels sont vos problèmes? Les difficultés qu'on rencontre, c'est que beaucoup encore reste à faire parce que beaucoup de personnes au sein de la population n'utilisent pas encore correctement le préservatif. Beaucoup de personnes encore ont encore des idées fausses. La preuve, il y a des malades qui sont sous traitement et en fréquentant certains lieux de culte, interrompent le traitement. Donc, c'est-à-dire encore en disant que le VIH est le fruit soit d'une malédiction ou bien des attaques mystiques, ou bien ce n'est pas le... Donc, il y a encore ces idées fausses qui existent et qui amènent souvent des personnes à interrompre leur traitement. Les conséquences? Donc, les conséquences, on risque encore, c'est vrai qu'on a pu inverser la tendance, mais on risque d'avoir une tendance contraire à ce qu'on attend. C'est-à-dire l'épidémie peut être relancée. Comme vous le savez, la maladie, avec le traitement qu'on a, c'est difficile. Si ce n'est que par le dépistage qu'on peut savoir qu'une personne a le VIH ou non. Donc la prévalence peut remonter. Docteur, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une évolution en matière de prévention du VIH en Côte d'Ivoire? Si oui, quelles sont ces méthodes? J'ai dit oui, parce qu'il y a plusieurs méthodes qui arrivent. Parce qu'au fur et à mesure, il faut dire qu'au niveau international comme national, il y a toujours cette ardeur, cet engouement de pouvoir mettre fin à l'épidémie du VIH. Donc, au fur et à mesure qu'on avance, il y a encore des moyens qui sont identifiés. Avec la PrEP qui est la prévention pré-exposition, qui n'a pas encore été adopté, mais dans certains pays qui commencent à fonctionner. La PrEP, c'est-à-dire, c'est de prendre le traitement antirétroviral avant un rapport qui peut être considéré comme un rapport à risque.
Voilà, donc si je prends le cas d'une professionnelle du CES qui, avant de pouvoir aller avec ses clients, prend le traitement, ou bien une personne qui est sûre de ne pas pouvoir utiliser le préservatif peut prendre le traitement antirétroviral et avant d'aller avec ce partenaire. Il y a quand même assez d'innovations qui arrivent, mais c'est l'État de Côte d'Ivoire qui doit décider exactement quels sont les moyens qui sied à notre épidémiologie, mais qui sied à notre contexte. Le moyen qui est le plus vulgarisé, c'est le port du préservatif, bien sûr l'abstinence et la fidélité. Vous, qu'est-ce que vous proposez en tant que partenaire technique? Oui, c'est pourquoi je disais tout à l'heure dans mes propos qu'on a aussi des actions de plaidoyer. Et dans le plaidoyer qu'on fait, on essaie de montrer la pertinence de ces différents moyens de prévention qui existent et qui ont déjà fait leurs preuves. Voilà. Mais c'est l'État qui doit adopter, parce que tout ce que nous faisons, nous allions sur la politique nationale. Donc l'État doit d'abord adopter et ensuite, nous, on va encore plus vulgariser. Quelles sont vos stratégies pour rompre efficacement la chaîne de transmission du VIH-Sida? Notre stratégie se base bien sûr sur la recommandation de l'ONU-Sida, c'est-à-dire les 3,90, et qui a été même adoptée au niveau national. Et pour ces 3,90, l'ONU-Sida recommande d'ici 2020 qu'on puisse permettre à 90% des personnes qui ont le VIH et qui ne le savent pas de pouvoir connaître les statuts sérologiques. Et de ces 90%, 90 autres pourcents devront être mis sous traitement. Et pour le dernier 90%, c'est amener 90% de ceux qui sont sous traitement à avoir une charge virale indétectable. Donc nous, notre stratégie majeure se focalise sur le ciblage. On a les routiers, les hommes en uniforme, les femmes, des hommes qui ont un certain âge. Concernant les populations clés, on a les professionnels du CES, les travailleurs du CES, on a les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, on a aussi les usagers de drogues injectables, on a aussi les détenus du milieu carcéral, c'est-à-dire qui ne citer que ceux-là. Donc c'est sur ces types de populations-là qu'on essaie de concentrer le ciblage, de sorte à pouvoir faire ressortir les 90% de ces types-là qui sont infectés et qui ne connaissent pas les statuts sérologiques. Donc notre stratégie majeure se base sur ce ciblage. Qu'est-ce qui est prévu pour les personnes qui ignorent encore la maladie? C'est toujours la communication et la sensibilisation que nous déployons. Et pour ce faire, on a des éducateurs de paix qui sont formés et qui, sur le terrain, sensibilisent leurs pairs avec des messages comme, sur le comportement à risque, sur les moyens de transmission, plutôt les voies de transmission et les moyens de réduction des risques. Donc c'est sur tous ces éléments que la communication est faite. Sinon, le VIH, c'est une réalité qu'on doit prendre au sérieux. Vous avez des projets pour 2017? Pour 2017, le projet majeur qu'on a, c'est qu'il faut dire que la plupart des bailleurs ont commencé à rédiger de nouvelles notes conceptuelles. Et dans cette rédaction de nouvelles notes conceptuelles, on fait la revue de tout, la revue documentaire, bien la revue de tout ce qu'il y a comme enquête pour adapter la lutte à notre contexte épidémiologique. C'est-à-dire qu'il faut s'habituer. Il faut dire aussi que les fonds se font rares et avec le peu de ressources qu'on a, il faut pouvoir optimiser, avoir des interventions qui soient efficaces et efficientes. Donc pour 2017 particulièrement, on déroule les activités qui sont prévues, mais on prépare la nouvelle subvention qui va débuter à partir de 2018. Les fonds se font rares, mais vous avez un partenaire fidèle, le PEPFAR. Oui, le PEPFAR, ce sont les grands bailleurs pour la Côte d'Ivoire, le PEPFAR, le Fonds mondial et bien d'autres bailleurs encore qui existent et qui apportent un appui inestimable à l'État de Côte d'Ivoire. Il faut franchement les remercier, leur tirer le chapeau, parce que c'est grâce à leurs actions qu'on a pu aujourd'hui faire infléchir cette tendance-là du VIH-Sida. Merci docteur. Nous allons maintenant demander à notre reporter web de nous rejoindre pour parler Sida Actu. Bienvenue Lassina. Bonsoir Delphine. Quelle est l'actualité aujourd'hui en matière de VIH-Sida sur la toile?
Très bien. Alors, nous avons fait le tour de la toile pour voir ça et là les informations qui sont susceptibles donc d'intéresser nos internautes, mais également donc les téléspectateurs. La première information, on va dire que c'est les femmes d'une ONG qui s'appelle Amebou, qui veut dire nous vaincrons. C'est une association de femmes séropositives qui a décidé évidemment donc, de prévenir le sida, mais comment exactement? Parce qu'elles sont déjà, quelquefois, c'est des femmes qui ont été en couple et ce qu'elles font aujourd'hui, c'est de sensibiliser et montrer comment est-ce que dans le couple, on peut assurer cette prévention donc, de VIH-Sida. Elles ont d'ailleurs organisé lors du 1er décembre dernier une conférence de presse où éventuellement donc, elles ont parlé de leur expérience en tant que personnes vivant avec le VIH-Sida, mais également donc, des différents moyens de, on va dire, de prévention, le préservatif, l'abstinence et tout cela. Est-ce que les internautes ont beaucoup réagi par rapport au sujet? Alors, tout à fait, les internautes ont beaucoup réagi. Alors, la première réaction, c'est que les internautes reprochent éventuellement, on va dire aux médias, de ne pas en parler suffisamment et surtout à la télé. Qui nous disent, ah, mais la télé n'en parle pas suffisamment du sida. Et nous, ce que nous avons éventuellement donc indiqué, c'est que Spotlight Sida, je pense, non seulement avec l'appui du PEPFAR, mais également donc la RTI et l'ensemble donc des médias aujourd'hui, télé et radio du groupe RTI, essaie éventuellement donc d'appuyer et d'être, on va dire, aux avant-gardes en tant que médias de service public dans la lutte contre, on va dire, cette pandémie. Voilà. Vous avez recensé au total 4 infos. Alors, il faut indiquer que d'abord, c'est, comme on l'a indiqué, l'ONG Amebou. Après, donc, l'ONG Amebou, on a donc au Cameroun. Il faut savoir qu'il y a une ONG, une association franco-camerounaise qui s'appelle Action Moto. Alors, qu'est-ce que Action Moto a fait? C'est de commanditer la première étude en fait sur ce qu'on appelle les taxis motos au Cameroun, dans 4 villes principales qui sont Kribi, Yaoundé, Douala et Bertoua. Alors, c'était sur une étude, on va dire, qui a ciblé près de 1500 mototaxis. Il s'est trouvé qu'au Cameroun, ce qui se dit aujourd'hui, c'est que ces personnes, justement, donc, sont les plus exposées. Pourquoi? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, les chauffeurs, les conducteurs de mototaxis ont tendance éventuellement à fréquenter régulièrement donc, les professionnels du sexe, comme le docteur l'a expliqué, qui sont, on va dire, des personnes clés. Et cela a fait réellement donc réagir, on va dire, cette ONG qui a décidé donc de faire la prévention auprès justement donc de ces personnes-là, les conducteurs de taxi-moto au Cameroun. Troisième info. Troisième info, c'est plutôt, on va dire, un partenariat entre la fondation Andrew Young, qui est une fondation américaine, donc présente un peu partout dans le monde, qui est donc allé voir, on va dire, un centre de guérisseurs, qui est plutôt un centre expérimental des médecines traditionnelles au Cameroun, à Fatick. Fatick, c'est dans l'ouest du Sénégal. Cette association américaine est allée voir comment est-ce que se fait la prise en charge, on va dire, avec la médecine traditionnelle des personnes vivant avec le VIH-Sida. C'est vrai qu'aujourd'hui, donc, on parle plus ou moins de la prise en charge, mais également de la prévention, mais également comment cette médecine traditionnelle arrive quand même à épauler des gens, même si elle ne se situe pas, bien sûr, donc on va dire à la prévention ou alors au traitement qui existe déjà, qu'on connaît, les antirétroviraux et tout cela. Alors, quatrième actualité, c'est l'UNESCO estime que d'ici 2030, c'est près de 400 000 enfants et adolescents qui seront infectés donc, par le VIH-Sida. Du coup, à l'occasion du 1er décembre, l'UNICEF a voulu réellement donc, tirer la sonnette d'alarme et donc la directrice générale donc, a réellement donc, monté donc, au créneau pour en fait, sensibiliser, mais également mobiliser toute la communauté internationale. Parce que imaginez-vous, aujourd'hui nous sommes à près de 250 000 infections. D'après les chiffres de 2015, on était pratiquement à 250 000 infections donc, pour les enfants et les adolescents. Mais d'ici 2030, si toute la communauté donc, internationale ne se mobilise pas, comme l'UNICEF l'indique, c'est 40 000 donc, enfants et adolescents qui seront infectés. Ça veut dire que ça compromet l'avenir d'un certain nombre de pays qui sont quelquefois les plus exposés ou alors où le taux de prévalence est le plus élevé. Docteur, pourtant, on compte éliminer le VIH-Sida d'ici à 2030. Oui, oui. C'est effectivement les recommandations que l'UNICEF a eu à faire, c'est-à-dire pour aboutir en 2030 à l'élimination, au moins à 95% atteindre ces indicateurs-là. Mais comme je le disais, il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Et on ne doit pas baisser les bras, on doit redoubler de vigilance et puis d'action encore pour pouvoir amener à avoir des comportements plus responsables et le moins possible à risque. Voilà. Lassina, vous avez quelque chose à dire pour terminer avec vous?
Alors, sachez que l'émission se veut donc interactive. Et Spotlight SIDA, c'est l'émission aujourd'hui qui veut échanger, qui veut être très participatif. Donc, nous avons nos pages Facebook, simplement, la page Twitter, la page Instagram et la chaîne YouTube qui permet donc de revoir cette émission et également nous contacter par mail, c'est spotsida@rti.ci pour donc interagir, ceux qui sont les acteurs donc de la lutte contre le sida, ceux qui ont envie de faire connaître leurs actions, mais également ceux qui ont des interrogations ou alors des inquiétudes ont la possibilité bien sûr de nous envoyer quelquefois leurs questions. Nos experts donc seront toujours sur nos plateaux, éventuellement donc répondre à leurs préoccupations. Merci Lassina. Docteur, des conseils pratiques pour terminer cette émission. Concernant les couples sérodiscordants, quand on dit sérodiscordant, c'est-à-dire soit l'un des partenaires est séropositif et l'autre est séronégatif. Si l'autre conjoint utilise correctement son traitement, c'est-à-dire il va limiter le risque de transmission à son partenaire. Bien sûr, on préconise aussi l'utilisation du préservatif, mais c'est un moyen qui est quand même efficace et bien sûr, peut-être dans les années à venir, on va l'adopter et ça pourra faire le bonheur de ces couples-là. Concernant aussi les guérisseurs ou les praticiens de la médecine traditionnelle, il faut dire qu'avec eux, on a développé des activités parce que beaucoup de personnes qui, du fait de la stigmatisation ou de la discrimination, ont recours à ces praticiens de la médecine traditionnelle pour pouvoir soigner les malades. Je prends en l'occurrence les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes ou bien les professionnels du sexe qui ont des affections qui sont liées à leur pratique sexuelle. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a identifié, en collaboration bien sûr avec le programme national des praticiens de la médecine traditionnelle, on a identifié des points focaux au niveau de chaque district où nous intervenons, qui ont été formés et qui ont la capacité de pouvoir référer, donner le message juste aux populations qui viennent vers eux pour se faire consulter ou avoir un traitement. Merci docteur pour votre contribution. Merci à vous d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes le responsable programme VIH à l'Alliance Côte d'Ivoire. Et avec vous, nous avons parlé de la prévention VIH. Votre magazine Spotlight SIDA a été réalisé par Awa Sawadogo. Les éléments de soutien produits par Aurélia Drukula. Merci à tous les techniciens. Merci à tous pour votre fidélité et stop au sida.